La classe. Alors, première question, comment est né un petit peu ce projet de partir à la poursuite de Dracula? Il est venu complètement logiquement des deux projets différents, des deux projets précédents. C'est-à-dire que donc, en 2008, on était parti sur un projet autour de Conan au Texas. On avait sorti Conan le Texan, donc là où on recherchait les lieux d'inspiration de Robert Howard pour la création de sa saga Conan. Ça nous avait tellement plu qu'on avait relancé l'idée. Et en 2010, on est parti sur Tarzan au Gabon. Donc là, avec une idée légèrement différente, parce que c'était pas de rechercher l'inspiration de l'auteur, mais de se dire, vu qu'Edgar Rice Burroughs a dit que Tarzan c'était une histoire réelle, on doit pouvoir retrouver des lieux, des choses. Et donc on était parti au Gabon dans l'idée de retrouver les endroits où passait Tarzan, etc. Donc sorti sur la piste de Tarzan. Et puis après, on s'est dit, bon bah voilà, what's next quoi. Et en fait, on s'est dit, bon, on a fait quelque chose en Amérique, on a fait quelque chose en Afrique, ce serait bien de faire soit l'Asie, soit l'Europe. On voulait rester aussi dans le côté un peu littérature populaire, imaginaire. Et puis, je ne sais plus lequel de nous deux a proposé l'idée. Et on s'est dit, tiens, Dracula, on pourrait faire quelque chose. Et au début, on voulait carrément traverser toute l'Europe, faire vraiment tous les voyages des personnages de Dracula. Et puis on s'est rendu compte très vite que ça serait très long et surtout peu intéressant parce que Jonathan Harker passe à Vienne, passe à Paris et il dort de nuit, il ne se passe rien. Donc finalement, on est parti en Roumanie. On a fait le périple Jonathan Harker quand il se rend au château du comte, avant de devenir prisonnier. Et ensuite, on a fait tout le circuit quand Van Helsing et son équipe, donc Jonathan Harker avec Mina, les ex-pupillants de Lucy Westenra, sont à la poursuite du comte pour finalement mettre un terme à la menace qu'il représente. Donc on a fait tout ce trip-là sur Galatz, les rivières, les lignes de train, et en cherchant à chaque fois les endroits, et en retrouvant plein de trucs, ça qui est sidérant pour Bram Stoker qui n'a jamais mis les pieds là-haut. Et puis en même temps, on a fait aussi un circuit autour du personnage historique de Vlad Tepes, puisque à partir des années 70, on a des chercheurs qui ont commencé à imaginer que Bram Stoker s'était inspiré de Vlad Tepes pour le personnage de Dracula, en disant que le personnage historique de Vlad Tepes, qui était voyevode de Valachie au XVe siècle, serait devenu le comte Dracula. Donc on a fait toutes ces recherches là-dessus. Et puis ensuite on a filé en Angleterre. On a fait Whitby dans le nord de l'Angleterre où il y a un gros passage du roman qui se déroule en retrouvant à nouveau toutes les choses. Enfin là, je cite toujours la même anecdote, mais dans le cimetière de Whitby, Mina Harker à un moment se balade et discute des tombes avec un habitant du cru et on retrouve les tombes avec les noms, les dates qui correspondent, les anecdotes, tout. Enfin, génial. Et puis on a fini à Londres donc, pour faire finaliser le voyage. Justement, j'allais y venir, qu'est-ce que vous avez trouvé sur place comme traces? Et est-ce qu'il y a une vraie correspondance entre les lieux et le roman en lui-même? Alors c'est assez étonnant, je ne vais pas tout dire ici parce qu'il faut que j'en garde un peu sous le coude pour le bouquin. C'est assez étonnant parce que Bram Stoker, ne connaissant pas la Roumanie, il a fait preuve d'une documentation incroyable. Tout en Roumanie est bon, c'est-à-dire qu'on a vérifié, Jonathan Harker il prend le train et après Bistrita il prend plus le train, il prend la diligence. Et nous on est arrivé sur place, on s'est rendu compte que oui, le train allait jusqu'à Bistrita à l'époque, mais que la ligne suivante, elle a été mise en route quelques années après. Donc il prend la diligence, on retrouve toutes les villes. Il y a des petits bleds où il passe, on les a retrouvés, on a retrouvé des rivières, en fait, tout est vrai, donc ça tout est crédible, ça c'est assez impressionnant. Après à Whitby c'est encore pire, parce que c'est vraiment des détails, mais bon, Bram Stoker avait vécu à Whitby. Et à Londres c'est la surprise, parce qu'à Londres, rien ou presque ne correspond. C'est vrai. Alors que Bram Stoker a vécu la fin de sa vie, et notamment la période où il écrivait Dracula à Londres. Donc là on a commencé à se poser des questions, mais pourquoi? Alors c'est par exemple la maison principale qu'achète Dracula, elle est sur Piccadilly, et elle est au numéro 347, et Piccadilly ça s'arrête au numéro 150. Voilà, donc c'est bizarre. Et c'est comme ça partout. Le cimetière où est enterrée Lucy Westenra est un cimetière Kinstead qui n'existe pas, qui est près de la lande d'Hampstead, où il y a plusieurs autres cimetières. Il y a Highgate, il y a d'autres choses comme ça. Et ça ne correspond pas. Et donc moi j'ai creusé un peu et j'ai plusieurs théories que j'explique en détail. On n'en dira pas plus. Ah bah, après quand même. Est-ce qu'il reste des choses de l'ambiance sur place? Est-ce que ces régions-là, à cause de Dracula, ont été marquées par le roman?
Ouais, ouais, alors à différents niveaux. C'est-à-dire qu'en Roumanie, nous on avait fait exprès de faire le voyage plutôt en hiver. Et donc quand on est arrivé au fameux col de Borgo, là, que Jonathan Harker il décrit dans les brumes, il a l'impression d'arriver dans un autre monde, etc. Nous on était en plein hiver, c'était complètement blanc, il y avait des tempêtes de neige et tout, et on a vraiment retrouvé l'ambiance qu'il décrit. Après à Whitby, c'est marquant aussi parce que Whitby c'est une petite bourgade où les Anglais depuis le 19e siècle vont en villégiature en vacances en fait. Et là on a retrouvé la même chose. Ça reste des rues pavées, c'est des vieux bâtiments et on a encore les retraités anglais qui viennent passer leur week-end à Whitby, ces choses-là. Et là où c'est moins drôle, c'est que dans tous ces lieux-là, on a un impact du tourisme avec la Dracula Experience, avec les échoppes qui te vendent des grippins, de la Tepes, des assiettes Dracula, des trucs ça. En Roumanie, t'en as partout. Et on en a trouvé aussi à Whitby. À Whitby, on a fait une espèce de musée de l'horreur kitschissime, complètement raté, mais nous, on s'obligeait à faire tout, bien sûr. Il fallait absolument qu'on voit. Et c'est vraiment de la trappe touriste. Ça fait un peu mal, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça t'a appris sur Dracula, toi, de se mettre dans les traces du roman? Pas mal de choses. Bon, déjà, la crédibilité. C'est-à-dire que moi, je me suis replongé dans le roman de Dracula en me mettant un peu à la place de l'écrivain, en me disant bon, quel a été le processus pour qu'il en amène à ça. Et il y a quelque chose de très moderne et très marquant dans Dracula de Bram Stoker, c'est que c'est un roman qu'on appelle épistolaire. C'est que des témoignages, tous à la première personne, des journaux intimes, des lettres, des télégraphes, des extraits de journaux. Et donc, du coup, en fait, l'idée de ça, c'est de donner l'impression que ce sont des témoignages, de donner l'impression de crédibilité et de renforcer la menace fantastique en se disant, le lecteur qui l'a lu après, il se dit tiens mais ça peut exister, je pourrais croiser Dracula, là, machin. Donc il y a ce côté-là. Et donc ça j'avais trouvé ça très intéressant. D'ailleurs moi j'ai écrit le texte de notre bouquin de la même manière. C'est-à-dire que j'ai fait mon journal intime, j'ai écrit le journal intime de Gwen, qui est donc le photographe avec qui je pars, avec un ton différent. Hein, et j'ai mis des lettres. Alors on écrit des lettres à notre éditeur, des lettres. On a écrit une lettre au consul britannique, on a fait tout un tas de trucs comme ça. Et qui sont toutes des choses vraies. C'est-à-dire qu'on a vraiment contacté ces gens-là, etc. Et en fait, la recherche du réalisme chez Stoker va bien plus loin, c'est-à-dire qu'il a fouillé énormément. Il s'est soit inspiré de choses qu'il connaissait, comme Whitby, soit pour la Roumanie, il a fait des recherches, mais moi je trouve ça spectaculaire, parce que à l'époque, au 19e, quand Bram Stoker, donc, il commence à écrire Dracula en 1890 jusqu'à 1896, ça sort en 1897, il choisit de placer le château du comte en Transylvanie, parce qu'à l'époque, la Transylvanie, c'est un peu comme si je te parle de la Transnistrie aujourd'hui. T'as l'impression d'un truc éloigné de ses points troussés sur une carte. Donc c'était vraiment ça, la Transylvanie à l'époque. Mais malgré ça, il fait des recherches et il te trouve des détails. Il a retrouvé toutes les lignes de train, les horaires, des trucs. C'est épatant, il n'y avait pas Internet quand même à l'époque. Il fallait y aller, quoi. Il y a vraiment cette recherche pour rendre crédible et du coup prendre au triple lecteur d'autant plus. Parle-moi un peu de votre démarche. Vous avez lancé une espèce d'appel. Alors, quelle est l'idée derrière? Comment ça marche? Explique-nous. Alors en fait, l'idée, on a lancé un appel aux dons pour nous aider dans la concrétisation du projet. En fait, ce qui nous a motivé à ça, c'est que moi je suis écrivain, je sais comment ça marche. Quand tu publies des romans, on a un pourcentage qui n'est pas très élevé, généralement c'est entre 5 et 8%, des fois on a 9, des fois on a 10. On ne gagne pas grand chose sur des romans, mais bon, moi j'ai toujours fait comme ça, généralement les 3/4 d'entre nous c'est de l'ordre du bonus. Et donc ça nous publie un texte et voilà. Sauf que là le gros problème c'est que pour publier notre livre, on fait un voyage qui nous coûte relativement cher. Et du coup, le coût de ce voyage, ça nuit complètement à la rentabilité de l'entreprise. À un moment, là on l'a fait pour le plaisir, c'est des expériences qui sont vraiment sympas, mais à un moment, on a chacun des visées professionnelles. À un moment, si on perd de l'argent sur chaque projet, il y a un moment où on va se dire qu'on va
arrêté. Et donc là, l'idée, c'est de faire un appel aux dons pour rembourser, pas tout, hein, on n'est pas comme ça, mais rembourser une partie des coûts de voyage pour nous permettre d'avoir un projet qui se tienne à peu près, quoi. Et donc on est passé par la plateforme KissKissBankBank, qui est ce qu'on appelle le cross-funding. L'idée, c'est qu'on présente un projet et n'importe qui vient sur la plateforme, regarde le projet et se dit ah bah tiens, ça m'intéresse, je vais donner. Donc ça peut être quelques euros jusqu'à des milliers si les gens l'ont envie, bien sûr. Et c'est pas juste un don, c'est une participation, un peu entre guillemets comme une aide à la production. C'est-à-dire qu'en fonction du montant de la participation, le donateur va récupérer une contrepartie. Donc dans notre cas, ça va être d'être nommé dans le livre, dans les remerciements. On a fait tirer des jeux de cartes postales, de photographies du bouquin, des petits jeux collector. Le bouquin, évidemment, dédicacé par les auteurs, voir les autres bouquins de nos expériences précédentes et jusqu'à des tirages photos 90 cm. Enfin, l'idée, c'est que la personne non seulement aide, mais en plus récupère quelque chose qui a grosso modo la valeur de son aide. Ça, c'est de l'argent pour vous et pas pour l'éditeur. Oui, tout à fait. Et ça marche. Et ça marche plutôt bien. Mais moi, j'étais le premier étonné. Parce que donc, le concept, c'est qu'on donne une somme. Donc, nous, on a demandé 3300 euros. Notre voyage a coûté 4000 euros. Donc, c'est vraiment, si on arrive à 3003, on ne rembourse pas le voyage, mais ça nous fera quand même une bonne contrepartie. Et on a le principe de KissKissBankBank, c'est qu'on a 90 jours pour récolter l'argent. Les gens jusque-là font des promesses de dons. Si le projet va jusqu'au bout, donc les dons sont comptabilisés. Si par contre le projet ne réunit pas la somme entière, les donateurs récupèrent leur argent. C'est-à-dire que l'argent n'est pas débité de leur compte. Le projet s'arrête et on n'en parle plus. Et là, on est arrivé à 60% en une quinzaine de jours. J'ai bon espoir d'arriver à 100%. D'accord. Et pour revenir sur l'édition, donc nous on travaille avec les moutons électriques. Les moutons électriques prennent en charge l'impression du livre. On va pas, les moutons électriques ne font pas la manche pour c'est une société qui fonctionne et qui a les fonds pour ça. C'est vraiment pour nous, pour lancer le voyage. Voilà. Autre nouveauté actuellement, c'est un roman chez Asgard. Tout à fait. Alors de quoi ça parle? Et a priori, ce n'est pas la suite du premier, qu'on précise bien. C'est exactement ça. Donc oui, l'année dernière, j'avais publié un roman d'heroic fantasy qui s'appelait Nereliat, qui mettait en scène le personnage de Karn, une espèce d'aventurier qui parcourt le monde, qui se cherche un peu, qui ne sait pas trop où il va, qui ne sait pas trop d'où il vient. Et donc Seuls les dieux est la suite. Dans Nereliat, on trouvait Karn dans un équipage de pirates lancé dans une espèce de chasse au trésor mystérieuse avec des abordages, des monstres marins, des choses étranges comme ça. Et là, on le retrouve à la tête d'une petite compagnie mercenaire qui est engagée par un royaume qui pourrait s'apparenter à une espèce d'Égypte antique et qui a fort à faire avec des tribus sauvages qu'ils ont opprimées pendant très longtemps, qui sont en train de se révolter. Et donc, il y a des histoires de cours et il y a aussi des histoires... Enfin, c'est complexe, mais c'est une série, moi, que j'ai envisagée de deux manières. Déjà, il y a deux sens de lecture, enfin, deux niveaux de lecture. C'est-à-dire que le premier niveau, et ça j'y tenais particulièrement, c'est que c'est du divertissement. C'est de l'action, ça file, les rebondissements, les choses, il y a beaucoup d'action, des trucs comme ça. Donc l'idée, c'est que le lecteur ne s'ennuie pas. Et ensuite, il y a des petites réflexions, des messages derrière, notamment sur la psychologie de Karn, son évolution, ses objectifs dans la vie, la manière dont il les concrétise, ou souvent dont il les rate. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Et l'idée, donc oui, c'est pas une série, c'est pas le numéro 2. C'est-à-dire que moi, je l'ai conçu un peu à la Conan dans les années 30, c'est-à-dire qu'on a... ce sont des one-shots, c'est-à-dire qu'on prend... Moi, je dis toujours, je raconte l'histoire de Karn comme si lui la racontait. Et quand quelqu'un raconte son histoire, il commence jamais par sa naissance pour finir par le moment où il la raconte. Il prend des souvenirs, ah tiens, oui, il m'est arrivé ça, une fois j'ai été là, j'ai fait ceci. Puis après, il va passer à un autre souvenir qui peut se passer avant, qui peut se passer après, qui peut avoir un lien avec le premier ou pas. Et moi, je
je l'ai vu comme ça dans la manière dont je fais. Donc, on peut commencer par Chevalier dur, on peut commencer par Ner-Eliade. D'accord. Eh ben nickel. Merci. Merci à toi.